Eh bien, amis du dimanche matin, bonjour. Non, nous n'allons pas célébrer la messe tous ensemble aujourd'hui à La Rochelle, le troisième et dernier jour de notre université d'automne, celle du Pardem bien entendu, mais nous allons procéder d'une certaine manière à un certain rituel, puisque nous allons parler aujourd'hui des réformes territoriales et évidemment de leur impact. Alors pourquoi je dis un certain rituel? C'est parce que ça fait pratiquement 10 ans que le Pardem, ou avant lui le MPEP, s'est intéressé à ces questions de très près avec la succession de lois, de mesures dites de décentralisation qui ont conduit à des bouleversements assez conséquents dans l'organisation de la vie, j'allais dire, institutionnelle et démocratique de la France, et qui n'ont pas conduit à ce qu'un citoyen soucieux de la souveraineté de notre pays aurait pu en attendre. Alors aujourd'hui, on va parler de la loi 3D, 3DS, ça a été 4D, 4DS, enfin bref, dont le véritable nom est la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. C'est une grosse valise, plein de mots magiques, euh, dont la plupart pourraient euh, attirer, pourrait en attendre quelque chose de la décentralisation peut-être, ou de la déconcentration, et puis la simplification de l'action publique locale. Alors, il faut juste rappeler que c'est au nom de la simplification du millefeuille des collectivités territoriales, décrié d'ailleurs par l'Union européenne, qui conseillait vivement à la France depuis des années de se débarrasser de tous ces niveaux-là bien trop compliqués pour aller vers une simplification. Et on va re-rentrer dans l'historique, parce que si on veut comprendre la loi du 21 février 2022, il faut comprendre dans quoi elle s'insère et surtout dans quel processus, le mot est jeté, ce matin encore, ou dans quelle dynamique européenne ou du gouvernement et des gouvernements qui se sont succédés et qui ont procédé à ces transformations qui ont des impacts sur notamment les services publics. Je regardais ce matin, pour me tenir au courant, France 27 à la télévision, et que vois-je, que vois-je? Il y a une revue de presse. Alors, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui habitent dans la région centre, mais si c'est le cas, il y a je ne sais pas, je me souviens plus du titre du quotidien de la région centre, et qui fait un très bon reportage sur l'entrée des entreprises privées pour faciliter l'accès aux services publics des citoyens. Remplir sa feuille d'impôt, déclarer ceci et cela, demander euh, des aides sociales. Et en fait, ce sont des entreprises privées qui sont dans ces maisons de services au public. Eh bien, quand même, au Pardem, on a parlé de ces maisons de services au public il y a plus de 10 ans. Bien. Alors, cette loi 3DS, d'abord, elle contient la bagatelle de 271 articles et, si ma mémoire est bonne, de 24 chapitres. Elle modifie toute une série de textes qui concernent à peu près tous les aspects de la vie. Alors, pourquoi dire des bêtises? euh, on trouve des modifications sur la SNCF, l'environnement, les politiques sociales, la gestion des cimetières,
le Code du travail. Et donc, il y a, alors je ne peux pas tout vous énumérer, hein, puisque cette loi engendre une modification de tous les codes régissant ces aspects-là. Et d'autres, évidemment, la politique sociale, tout y est. Et puis, l'autre aspect très intéressant, puisque je vous rappelle que c'était simplification, hein, dans le titre, en réalité, c'est une véritable usine à gaz, puisque, en fait, ce qui ne va pas être pris par telle compétence qui ne va à la carte, évidemment, qui ne va pas être prise, acquise par une commune, euh, tout le monde peut postuler finalement, toutes les strates peuvent postuler à dire oh ben moi je veux récupérer telle compétence. Alors ça peut être une commune, mais ça peut être en même temps le département qui dit oh ben non, moi je le veux aussi, ou la région qui dit ben moi je l'ai, je veux la garder, etc. Et donc, il y a un processus participatif extraordinaire de discussion entre toutes ces, tous ces échelons, on va dire. Euh, il y a de la concurrence organisée, évidemment. Mais in fine, c'est l'État qui va décider. C'est-à-dire, c'est le préfet. Soyons clairs. Ça, c'est quelque chose de très important, à mon avis, à comprendre enfin, à ne pas oublier dans cette loi. En fait, et dernier fait, avant, tout à l'heure, on rentrera un peu plus dans le contenu, mais dernier élément important, donc cette loi a été adoptée le 22 février 2022, et son application doit donner lieu à de très nombreux décrets, vous l'avez compris, et ordonnances. Et au bout de 6 mois, il est inclus hein, dans la loi qu'au bout de 6 mois de la mise en œuvre, enfin de la promulgation de cette loi, il y aura un rapport qui sera fait, puisque nous sommes évidemment dans le règne expérimental absolu et éternel, et que donc, au bout de 6 mois, on verra ce qui s'est passé. Mais ce ne sera pas passé grand-chose parce que il y a environ les 2 tiers des décrets qui n'ont pas été promulgués, qui n'ont pas été publiés. Ce qui veut dire que cette loi est très en panne. Et ce n'est pas pour rien, parce que je vous rappelle la date, 22 février 2022, c'est juste un petit peu avant, c'est juste un petit peu avant la campagne électorale qui s'ouvre officiellement hein, pour Macron, et qu'il y a eu un forcing, parce que cette loi, on en a parlé pendant au moins les 2 ans qui ont précédé, je vous disais, elle s'appelait 4. Et cette loi, elle créait de la discordance entre les sénateurs et les députés, et entre les élus des collectivités territoriales. Et donc, il fallait symboliquement, et pas seulement au cas où Macron n'aurait pas été réélu, que cette loi soit adoptée avant les élections. Et donc, Macron a laissé, en fait, il y a une discussion avec notamment le Sénat qui a réussi à obtenir un certain nombre d'amendements par rapport à la loi initiale, donc, dont on ne va pas parler aujourd'hui, parce que si on se met à parler des différentes phases, je peux vous assurer qu'il y a 3 mois de boulot. Hein. Mais c'est une chose importante à savoir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décrets actuellement qui sont dans la main du Conseil d'État et dont on ne connaît pas le verdict. Hein. Donc, qu'est-ce qui va, in fine, être mis en œuvre? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire comment Macron réélu, voilà, et malgré tout,
même si c'est une majorité relative à l'Assemblée, il n'y a plus besoin du Parlement puisqu'on est par décret et en ordonnance. Donc, quel tri va être fait dans la mise en œuvre à travers les décrets? On n'en sait rien. Et quels choix politiques, sans doute, ils vont faire pour trier dans ces décrets. Toujours est-il que le rapport final, que le rapport prévu, donc 6 mois après, c'est-à-dire nous y sommes, a été repoussé pour le moment en mars 2023. Et il y a fort à parier qu'en mars 2023, on va rapporter sur une partie euh, minoritaire de la mise en œuvre de cette loi. Euh, pour conclure cette entrée en matière, moi j'aime bien la novlangue de, du pouvoir. Euh, donc j'aime bien vous restituer pas seulement ce qu'on en pense, mais la manière dont c'est rédigé. La loi entend donner des marges de manœuvre aux élus locaux. Certes, c'est un texte technique qui prévoit de multiples mesures en matière de différenciation de compétences à la carte, de décentralisation, logement social, route, RSA, de déconcentration et de simplification de l'action locale. Ça, Donc, cette loi a été promulguée le 21 février 2022, au journal officiel le 22, et l'Assemblée nationale et le Sénat ont définitivement voté le projet de loi dans sa version élaborée par les députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire le 31 janvier. Le texte avait été présenté au Conseil des ministres du 12 mai 2021 par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Je vous rappelle que cette ministre, Jacqueline Gourault, était la porteuse du texte qui a été adopté sur la collectivité européenne d'Alsace, hein, qui est alors là un ovni administratif, institutionnel, total, puisque on a écrit beaucoup, donc je pense que vous lisez avec beaucoup d'attention tous les textes qu'on diffuse, mais la collectivité européenne d'Alsace, c'est vraiment le modèle qui est en qui soi-disant en expérimentation. Ouais, c'est plus que le poisson pilote. D'abord parce que lui, cette collectivité européenne, elle est transfrontalière, comme vous le comprenez bien. Ensuite, elle a des compétences sur des trucs complètement incroyables, notamment le réseau routier, mais la langue, l'utilisation de la langue, quelle langue? Quelle langue on parle, hein, puisque c'est à cheval avec l'Allemagne, le français. Euh, avec justement des coopérations économico-machin entre les différents pays et qui échappent à la loi générale, hein, puisqu'ils peuvent y aller. Et c'est un modèle puisque cette Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires, hein, et des relations avec les collectivités territoriales, a tout de suite expliqué que cette loi qui a été adoptée par les élus de cette collectivité, c'est extraordinaire, hein, bon, elle n'a pas fait l'objet d'un référendum national, hein, pour savoir si une partie de la France pouvait agir de telle ou telle manière. Eh bien, est devenu un modèle, présenté comme un modèle, et que de nombreuses régions, entre guillemets, françaises, comme la Bretagne, par exemple, euh, le Pays basque, ont applaudi à tout rompre parce que les pulsions régionalistes, on va dire, ils sont bien servis, hein, à travers ça. Et donc,
il faut avoir ça aussi dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a le poisson pilote, peut-être, tu as raison, la loi, la collectivité européenne d'Alsace dont personne n'a parlé. Tout le monde s'en fout, comme si c'était rien, alors que c'est tout. Hein. On ouvre la brèche dans le concret. Et que n'importe qui peut l'adopter. Demain matin, il y aura, je ne sais pas, les Basques, Pays Basques, entre guillemets, en France, hein, en Espagne, qui dirait ben, nous, ça nous intéresse, formidable. Ben, il suffit copier-coller et hop. Bref, donc rappelez-vous ça aussi. Et on a publié au Pardem un texte il y a sur la collectivité européenne d'Alsace et sur les réformes territoriales qu'on avait titré, si ma mémoire est bonne, euh, euh, la loi la loi à la carte. Hein. Maintenant, l'orientation, l'objectif, ce n'est plus d'avoir un territoire national avec une loi pour tous, mais c'est d'avoir carrément des lois à la carte. Et que ces lois à la carte peuvent être adoptées par les personnes qui vont être concernées uniquement, et non pas dans une démarche, je vais dire, d'une vue globale de la France, de la nation, de la République, de l'État et tout ça. Eh bien, le texte officiel du gouvernement, hein, la publication de cette loi, ça s'appelle Différenciation territoriale et compétences à la carte. Donc, ils n'ont même pas besoin de se cacher, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, voilà ce que je voulais vous dire de, de, en introduction. Et puis, je vous donnerai ensuite quelques exemples de compétences entre guillemets, euh, qui peuvent, qui peuvent être attribuées à travers cette loi. Mais je vais d'abord évidemment donner la parole à Marie-Paul, qui va revenir donc justement sur le contexte en fait, hein, et sur les périodes historiques qui ont conduit d'une certaine manière jusqu'à cette loi et les prochaines qui arriveront. Et quand je dis les prochaines au pluriel, c'est parce qu'on pourra en avoir peut-être 10 euh, et où les droits seront différenciés. Et le jour où vous aurez envie de déménager et de sortir de votre département ou de votre région, eh bien, vous ne pourrez pas embarquer dans votre sac à dos vos papiers avec vos droits, puisqu'ils seront différenciés là où vous allez aller. Et ça, la liberté de mobilité, elle est entamée aussi par là. C'est-à-dire que où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va aller vivre dans un endroit où ce ne sont pas les mêmes droits, y compris les droits sociaux? Voilà. Je te laisse la place, Marie-Paul. Tu me mets là? Donc, bonjour à vous. Comme Michel le disait, je vais pas revenir sur cette loi pour la présenter précisément, mais sur les 4 notions qui figurent dans le texte de loi, à savoir déconcentration, décentralisation, différentialisation et simplification. Bon, avant, je me présente. Donc, moi, je fais partie du Pardem depuis le début du Pardem et puis avant du MPEP. Je suis formatrice, responsable de formation de cadres dans les métiers du soin et du lien, du travail social. Voilà, et je me suis intéressée à la décentralisation à partir d'un travail de recherche sur la coopération décentralisée des collectivités territoriales dans le cadre d'un doctorat. Et donc, depuis, eh ben, c'est une vraie découverte que d'avoir pu, à travers tous les échanges avec le Pardem, le MPEP et le Pardem, d'avoir un peu déconstruit ma manière d'avoir appréhendé cette coopération décentralisée des collectivités territoriales, dite aussi action extérieure, terme qui est aussi celui donc qui, à l'origine,
à nommer les services déconcentrés de l'État. Alors, donc, le but de mon intervention n'est pas, donc, comme je le disais, de présenter la loi 3DS, mais d'essayer d'apporter quelques clés, quelques repères sur ces 4 notions qui forment donc l'intitulé. Donc, l'intitulé, Michel l'a dit, c'est loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification. Donc, la proposition que je fais, c'est pas de suivre cet ordre-là, mais un autre ordre. Donc, pour tenter eh bien, d'appréhender les transformations du territoire de la République et à travers donc l'émergence, l'arrivée de nouvelles institutions et autorités. Alors, peut-être de dire, par rapport à ce que tu disais hier soir, les effets de contexte, ce qui est très étonnant, c'est que cette loi, elle est mise au travail dès 2017 par le comité d'action publique, le CAP 22, au moment même où on vient de voter l'acte 2 de la décentralisation, à savoir la loi NOTRe. Donc la loi NOTRe est en pleine application et continue d'être en application et sans qu'il y ait eu donc de rapport de fait, de bilan, d'évaluation, eh bien se met sur le métier un nouveau chantier autour de cette loi-là. Donc ça m'a fait penser à ça, l'effet de contexte. Qu'est-ce qui se passe pour que donc on soit donc dans cette alors accélération, transformation, quelque chose de profond, hein. Alors ce que je propose donc de revenir sur le processus historique, mais pas de commencer par la décentralisation, mais commencer par la régionalisation et donc 1960, 58-60. Déconcentration, car pour comprendre la décentralisation, il nous faut toujours comprendre la déconcentration, ces deux mouvements qui sont intrinsèquement liés. Et donc de montrer comment le territoire français s'est considérablement transformé à travers la régionalisation et qui opère une première déterritorialisation du territoire de la République et qu'on peut situer donc aux années 60. Donc avec la création du préfet de région en 1964. Donc en sorte que la décentralisation au début des années 80 fait apparaître donc deux termes qui apparaissent à ce moment-là, c'est le service déconcentré et les services décentralisés, et qui vont donc opérer un découpage national, un découpage du territoire national à travers, tout le monde le sait, les 3 échelons, région qui est créée, département et commune, et qui aboutit aujourd'hui à 7 échelons, on va y venir. Donc c'est plus 3 mais 7. Donc à partir du début des années 2000, l'acte 2 de la décentralisation ouvre sur le droit à l'expérimentation. C'est ce dont vient de parler Michel, à savoir, pour comprendre la différentialisation, il nous faut revenir sur le droit constitutionnel à l'expérimentation 2003, qui va permettre à une collectivité territoriale de demander à l'État la possibilité de porter des compétences qui jusqu'alors étaient portées par l'État ou par d'autres collectivités territoriales. Donc, ce droit à l'expérimentation, dans un premier temps, on va y revenir, donc les matières ont été nommées. Aujourd'hui, il n'y a plus de matière de nommer. Il y a donc une ouverture à la différenciation, à savoir la capacité des collectivités territoriales à exercer de manière différente une même compétence. Alors, ce qui a déjà eu lieu à travers la collectivité européenne d'Alsace. Et puis, le dernier terme, c'est celui de simplification, qui vise à simplifier, dans le texte, le millefeuille territorial, donc à travers un travail de décomplexification des relations entre l'État et les collectivités territoriales, mais aussi de décomplexification entre les collectivités territoriales et les citoyens, qui sont plutôt appréhendés comme des administrés. Comment? Par la dématérialisation, par le numérique, par le développement de l'administration électronique. Donc voilà, la proposition, 4 notions:
déconcentration, décentralisation, différentialisation, simplification. Donc, je démarre par le premier, donc, qui s'appelle pas de cette manière donc en 60. On ne parle pas de déconcentration, on parlera de déconcentration qu'à partir de la décentralisation de 82. Néanmoins, il s'agit finalement de la mise en place donc de services déconcentrés à l'échelle des régions. Donc, je suis partie, voilà, j'ai fait des choix, hein. Je suis partie du plan de développement économique et social 62-65, qui donc a un chapitre intitulé L'expansion nationale et régionale, où il est écrit le quatrième plan. Donc, il s'agit du quatrième plan, logique de planification indicative, qui a démarré en 53, etc. Vous connaissez. Donc, ce quatrième plan, donc, ce qui est dit, donc, doit soutenir la transformation avec l'ouverture de notre économie sur le monde, l'étape décisive de mise en application du traité de Rome. Donc, c'est dans le texte. Donc, la politique régionale que le gouvernement donc, entend promouvoir a pour objectif l'expansion économique de l'ensemble des régions françaises. Et donc, il est également dit que cette expansion n'est pas limitée aux régions insuffisamment développées. Et donc, on va trouver dans le texte donc, deux catégories de régions, deux catégories pardon, de politiques qui ont à voir avec le niveau de développement des régions. La politique d'accompagnement, qui consiste donc à continuer de développer des investissements collectifs, du service public, des infrastructures, des hôpitaux, des écoles pour les régions alors, avancé, le mot est utilisé, hein. Et puis, il y a la politique d'entraînement pour trois régions qui sont nommées, la Bretagne, le Nord et le Massif central, où donc il faudra mettre en place donc des fonds structurels pour accompagner le rattrapage. Ce sont des mots qui sont donc présents dans les textes. Donc, alors pour ce faire, donc on a la mise en place d'un préfet de région, le premier, qui a pour mission de mettre en œuvre la politique de développement économique et d'aménagement du territoire. Alors, dans cette politique d'aménagement du territoire, bon, j'ai pris deux grands axes, la politique d'aménagement du territoire du monde rural avec le remembrement, gros chantier qui va donc avoir lieu dès le début donc, de ce plan et qui donc vise à mettre en place la PAC, politique agricole commune, et avec le FEOGA, PAC et FEOGA sont créés en 64. Et du côté de l'urbain, on va avoir les métropoles d'équilibre, 8 métropoles d'équilibre qui sont donc annoncées début des années 60. Ces métropoles d'équilibre désignaient donc une ville ou un réseau de villes dont l'importance régionale était donc destinée à jouer un rôle dans l'aménagement du territoire en faisant contrepoids économique et démographique à l'hyperconcentration parisienne. Alors, une administration de mission va être créée, que vous connaissez, qui est la DATAR, 1963, Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Et cette DATAR, elle a donc plusieurs buts, mais en fait, c'est une courroie d'entraînement, une courroie de transmission et une courroie d'entraînement. Une courroie de transmission entre les financements qui viennent des fonds structurels européens et qui sont conditionnés par un certain nombre donc voilà, de critères et qui visent donc à introduire un modèle économique autre que le modèle économique qui se déploie. Et donc, transmission de normes, de règles, du modèle économique du traité de Rome, du libre-échange, et courroie donc aussi d'entraînement dans la mesure où les acteurs locaux qui vont bénéficier de ces fonds structurels vont donc devoir monter des projets dans le cadre de programmes et pour pouvoir bénéficier de fonds leur permettant d'engager des actions au titre du développement et notamment du développement local. Donc,
pour info, mais ça vous le savez, donc le FSE est créé en 58, Fonds social européen, le FEOGA en 64, puis on va voir ensuite l'IFOP et puis le FEDER un peu plus tard. Alors pour poursuivre, donc dans cette décennie des années 60, donc on a la mise en place de services de l'action extérieure. Ils sont nommés en tant que tels. Les DAS, direction départementale de l'action sanitaire et sociale. On trouvera les DRAS plus tard et ça ne sera pas action mais affaires. En 64, les DAS, les DDE en 67. Donc voilà, on a à la fois donc une autorité, le préfet de région, on a la mise en place donc de services qu'on appellera ensuite déconcentrés, qui portent les politiques publiques, enfin, qui portent la mise en place des politiques publiques à l'échelle des territoires et avec le territoire de la région qui n'est pas encore donc posé en termes de collectivité territoriale ni en termes donc de services déconcentrés. Donc arrive le référendum de 69. Donc le référendum porte sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Comme vous le savez, donc le nom fera qu'il y aura donc des missions de De Gaulle. Pour autant, la région va être créée, donc pas la région, pardon, mais l'établissement public régional va être créé en 72. Donc on va avoir là, à partir donc de 72, une institution à l'échelle de la région qui va jouer un rôle très important dans le processus d'accompagnement d'un nouveau modèle de développement économique. 75, mise en place du FEDER, donc Fonds européen de développement économique régional, et avec une multiplication de programmes qui portent sur une multitude de politiques publiques, politiques de l'emploi, avec les programmes d'action sociale, hein, c'est comme ça qu'ils sont nommés, PASS, l'université, des programmes qui portent sur les politiques d'enseignement supérieur, des programmes qui vont porter sur la politique de développement économique, bien sûr, d'aménagement du territoire, bref. Donc, à travers ces fonds structurels, il y en a deux, le FSE et le FEDER, il va y avoir une multitude d'objectifs, à la fois des objectifs qui portent sur des critères politiques publics et des objectifs qui portent sur le territoire et avec comme critère principal le PIB par habitant. Les fonds sont conséquents. Donc, à ce moment, dans cette période, sont créés de nouveau donc, des services déconcentrés, mais à l'échelle de la région. Et on va avoir les DRAS, 77, les DRAC, actions culturelles. Et j'ai pas fait le travail de manière exhaustive, j'ai pas eu le temps, mais il faudrait le faire pour voir exactement à quel moment toutes ces différentes directions se créent sur les territoires. Donc, pour dire période cette première période que moi j'ai appelée régionalisation, hein, qui est à discuter, et pas déconcentration puisque le mot n'existait pas, eh bien s'opère donc de 58 jusqu'à 82 pour dire que voilà la décentralisation quand elle a lieu en 82. Bien, il y a déjà donc une transformation du territoire de la République qui est largement en cours et qui est en cours à partir de référents régions. Donc, que ces fonds structurels européens ont mis en route les logiques de contractualisation des politiques publiques. Ces logiques de contractualisation doivent être lues avec les conditionnalités qui vont derrière, enfin, qui accompagnent le processus de la contractualisation et la transmission de normes et de réglementations, etc. Et à l'échelle, et là je fais un lien avec l'échelle internationale, donc c'est la période 75-80 où se mettent en place les plans d'ajustement structurel pour les pays du Sud, plans d'ajustement structurel qui vont être les nouvelles conditionnalités de l'aide publique au développement et qui ont lieu exactement dans cette même période
les pays qui ont fait l'objet de l'expérimentation, le Sénégal, la Tunisie. Et en fait, quand on regarde ben, voilà, ces fonds européens et les fonds structurels de la Banque mondiale et du FMI, eh bien, il y a de nombreuses parentés, des déréglementations, libéralisation, privatisation. Voilà, donc ça, c'était donc le premier temps, voilà, qui est loin d'être. Il y aurait énormément à dire, mais bon, j'ai pas pu aller plus loin dans le travail de prépa. Alors, deuxième notion que tout le monde connaît, donc on va aller assez vite, c'est la question de la décentralisation. Donc, la décentralisation, eh bien, elle a lieu, comme tout le monde sait, au début des années 80. Et donc, elle s'opère. Alors, ce qui est important de revenir, enfin, important de le dire maintenant par rapport au processus de différenciation, c'est que lorsque la décentralisation elle a lieu, le transfert de compétences se fait par bloc de compétences à 3 échelons. L'échelon de la région, conseil régional et région déconcentrée, l'échelle du département, département déconcentré et département et conseil général, et l'échelle des communes. Bloc de compétences, ça veut dire que les 3 échelons ont les mêmes compétences de transférer. Et c'est ce principe, il est nommé comme principe de droit et d'égalité, le mot est stipulé. C'est ce principe qui va donc être donc remis en question avec la loi du droit à l'expérimentation de la loi constitutionnelle de 2003. Donc, décentralisation, 3 niveaux, région, département, commune, et avec donc un double mouvement donc de création de services décentralisés et création de services déconcentrés. Et là, avec des jeux assez complexes entre les deux, et notamment de nombreux transferts qui ont lieu du déconcentré vers le décentralisé. Moi, le point qui me semble important, c'est la mise en place, enfin, la région. Alors, on dit toujours, la région, elle a eu la compétence du développement économique et de l'aménagement du territoire. Oui, mais elle a une compétence essentielle, très importante, qui est celle de la planification régionale, à travers le pilotage des contrats de plan État-région. Donc, ces contrats de plan État-région, il y en a plusieurs générations. On a 84, le premier, 84, 88, 89, 93, 94, 2000, 2000, 2007, enfin 2006, 2007, 2013, 2014, 2021, 2022, 2027. Et ils sont donc dans une temporalité qui est la même que celle des fonds structurels européens depuis 2000. Donc, ces contrats de plan État-région ont 2 grands axes, un axe territorial et un axe régional. L'axe régional vise à présenter les compétences transférées aux régions et les modes de financement. L'axe territorial, pardon, vise à présenter donc l'ensemble des contractualisations infrarégionaux. Et ces contrats de plan État-région sont cofinancés par les collectivités territoriales et via des dotations, hein, et l'État, mais aussi par l'UE, via les fonds structurels européens. Alors, première décennie de la décentralisation. Bon, je vais vite hein, sur cette question. Il faudrait sans doute s'arrêter à l'acte unique de 85, puisque le premier contrat de plan, État-région, va prendre en compte les orientations de l'acte unique. À la fin de cette décennie-là, 80, on va avoir un bilan qui est fait de la décentralisation et qui va donner lieu à l'élaboration d'un texte de loi qui est peu connu des citoyens, mais qui est fondamental, qui va marquer vraiment, pour moi, un tournant, qui est la loi d'administration territoriale de la République, la loi ATR 1992. Elle met plus de 3 ans donc à être élaborée, et là elle va elle stipule
que les administrations locales doivent constituer l'ossature de la République et non plus les administrations centrales. Du côté de la déconcentration, on va trouver dans le texte la charte de la déconcentration qui consacre un principe de subsidiarité reposant sur l'idée que l'échelon supérieur ne doit traiter que les questions présentant un caractère national: conception, orientation, coordination, réglementation. Et donc, les échelons, donc la loi affirme donc pour la première fois que une primauté est une reconnaissance de la primauté de l'échelon régional sur l'échelon départemental. Côté donc décentralisation, la loi consacre donc de nombreux articles à la coopération communale, à la coopération interrégionale et aux coopérations transfrontalières. Et puis, c'est le texte de loi qui va créer donc deux coopérations intercommunales, les communautés de communes et les communautés de villes qui vont disparaître avec la loi Chevènement en 99, quand il va y avoir la création des communautés d'agglomération. C'est également donc ce texte de loi qui va donc introduire des nouvelles instances pour favoriser la démocratie participative. Donc, à partir donc d'un bilan qui est fait assez négatif donc de la première décennie de la décentralisation, qui n'aurait pas donc donné lieu à ce qui était prévu comme objectif, à savoir renforcer la démocratie locale. Donc, on ne parle plus de démocratie locale, mais de démocratie participative. Et les instances qui sont donc en création à partir de ce texte sont donc des instances situées à l'échelle communale et intercommunale pour les communautés de communes qui se mettent en place. Donc, cette loi ATR est une loi socle qui va se prolonger par la loi Pasqua, création des pays. Donc, le pays est donc un territoire qui n'est pas une collectivité territoriale, mais qui est néanmoins un territoire qui va donc soutenir des projets de développement économique et social bénéficiant des fonds structurels européens, et qui va aussi donc travailler à encadrer les communautés de communes qui se mettent en place. Et puis, donc, cette autre loi, la loi Chevènement, qui donc s'intitule « Renforcement et simplification de la coopération intercommunale ». Et donc là, on va avoir la création des communautés d'agglo et des communautés urbaines. Alors, ce qui est important, c'est que cette loi Chevènement, elle va transférer des compétences obligatoires aux communautés d'agglo et aux communautés urbaines. 4 matières sont obligatoires et on va les retrouver aujourd'hui dans les métropoles, encore plus étendues. Donc, le développement économique, l'aménagement du territoire, la politique de la ville et la politique du logement. Puis ensuite, donc rappel, hein, la communauté d'agglo, c'est 50 000 habitants et plus. La communauté urbaine, c'est 500 000 habitants et plus. Et donc là, on est arrivé à la fin des années 90. Voilà. Et on arrive à l'acte 2 de la décentralisation. Donc, acte 2 de la décentralisation, loi constitutionnelle de 2003, et ensuite qui va être donc suivie de 3 lois organiques, l'une relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales, le droit à l'expérimentation par les collectivités territoriales, la loi relative au référendum local et la loi du 28 juillet 2004 adoptée par le 49.3 à travers avec le recours au 49.3 et donc qui va accélérer considérablement le processus de décentralisation des dépenses, on va le dire, donc aux collectivités territoriales. Donc le préfet de région, donc depuis 2004, est en charge du projet d'action stratégique de l'État dans la région, s'appelle le PASER. Donc cette loi, donc cet acte 2 de la décentralisation, en ce qui concerne donc l'expérimentation, c'est donc, moi je l'ai appelé l'ouverture à la différenciation, ou à la différentialisation, enfin, c'est différentialisation, pas différenciation. Non, différenciation.
Donc, on a donc 8 matières, je ne veux pas vous les lire, hein, les 8 matières qui vont donc faire l'objet d'un droit à l'expérimentation. Donc, et ça, c'est stipulé dans le texte de loi. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Parmi donc les matières, ce qui est intéressant, c'est le Fonds structurel européen. Donc, en l'expérimentation, donc le droit à l'expérimentation ouvre le droit donc aux régions de demander à l'État d'avoir la gestion en direct des fonds structurels européens, donc correspondant aux projets financés par les fonds structurels européens sur leur propre région, bien sûr. Donc, seule la région Alsace va l'obtenir. C'est donc la période donc, où les conseils régionaux, un seul est à droite, je crois, hein, avec la Corse peut-être, mais voilà, les autres, non. Donc, en fait, on va avoir les. Seule donc cette région Alsace va obtenir le droit à l'expérimentation des fonds structurels européens et il faudra attendre la loi NOTRe de 2015 pour qu'elle soit généralisée. Donc, c'est ça le processus, c'est ça que je voulais dire. Le processus d'expérimentation, c'est qu'il y a expérimentation, évaluation et puis généralisation ou pas, selon donc un certain nombre de critères d'évaluation. Donc, je m'arrête un peu sur la loi, sur les libertés et responsabilités locales parce que elle va considérablement donc agir à l'endroit notamment donc des collectivités territoriales et notamment des départements. Donc, cette loi sur les libertés et responsabilités locales, donc, adoptée avec le 49.3, donc, va conduire donc, une augmentation considérable donc, des matières qui font l'objet d'une décentralisation aux régions, aux départements et aux communes. Donc, en ce qui concerne donc, les régions, elles vont euh, elles sont à gauche à l'époque, hein, enfin pour la grande majorité. Donc, elles perdent la compétence, c'est assez compliqué, elles perdent la compétence du développement économique, mais vont conserver la nécessité de la mise en œuvre du développement économique. C'est-à-dire que la question du développement économique passe aux métropoles, enfin à l'époque aux communautés urbaines, à l'État. Donc, il y a une reprise, donc un partage donc de la matière développement économique et aménagement du territoire, donc à différents niveaux, y compris donc le droit pour les départements de pouvoir agir dans le cadre de la contractualisation. Les régions vont avoir la totalité de la matière de la formation professionnelle et de l'apprentissage qu'elles vont perdre ensuite à la fin des années 2010. Les départements, c'est sans doute l'endroit, un endroit, enfin, en tous les cas, c'est peut-être parce que moi, je m'intéresse plus à cette question donc, des politiques d'action sociale, mais le transfert de compétences aux départements est considérable. Donc, les départements deviennent chefs de fila de l'action sociale et médico-sociale. Donc, ils ont la charge d'élaboration donc du schéma directeur de l'action sociale et médico-sociale avec les services de la Sécu et de l'État. Et ils vont donc devoir, parce qu'ils sont pas à l'époque, les présidents de conseils généraux n'étaient pas du tout favorables, donc ils vont devoir mettre en place la décentralisation du RMI, RMA à l'époque. Donc, gros coût pour grosses dépenses, mais pas que, pour les départements. Donc, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que la loi Borloo a été votée en 2003. Les départements, la loi Borloo qui va donc inciter les départements donc à avoir à assumer la décentralisation du RMI et du RMA. Les départements, bras de fer avec l'État, refusent donc de mettre en place les conditions de la décentralisation de ces segments-là de la politique sociale. Et avec le 49.3, ils vont être contraints donc de le faire dans un contexte de très grande augmentation donc, du nombre de bénéficiaires du RMI. Il y a la loi PAR qui a eu lieu en 2002 et qui a donc conduit de nombreuses personnes à l'allocation spécifique de solidarité, à un minima social, puis ensuite au RSA. Donc là, les départements, je vais vite, sont hyper chargés. Vont avoir donc, ils ont été chargés par l'APA. Là, ils sont chargés par le RSA, le RMI, RMA, et donc ça va donner donc lieu à des dépenses
à l'effet de ciseaux qui n'arrête pas de se creuser, enfin de s'étendre entre donc le transfert de compétences au département et le transfert de moyens qui ne suit pas et qui conduit donc à faire des choix. Alors c'est très concret, hein, les choix qui sont faits par les travailleurs sociaux qui accompagnent les bénéficiaires du RMI. L'enveloppe d'allocation, il y a le conseil départemental est contraint de verser l'allocation et quand la dotation qui a été calculée sur N-1 n'est pas suffisante, ben, on prend sur l'enveloppe insertion. Donc clairement, ça, c'est un processus donc, qui crée de l'inégalité territoriale concrètement à l'endroit de l'accompagnement donc des bénéficiaires. Donc ensuite, ben, on va avoir tout est en cascade, hein, donc le FSL, le Fonds de solidarité logement, qui était cofinancé par l'État et le département, uniquement financé par le département au moment où ils doivent intégrer les fonds fluidité, enfin bon, les aides donc aux impayés, d'eau, d'électricité, de téléphone, donc très chargé. Et c'est souvent les territoires où il y a le plus donc, de demandes d'aide extra-légales qui se retrouvent donc avec des enveloppes, en tous les cas avec une impossibilité de compenser par leurs propres ressources propres. Le FAGE, le Fonds d'aide aux jeunes, bref, on pourrait donc comme ça multiplier les différents fonds. Donc l'État se désengage clairement et on va avoir donc là une montée considérable des inégalités de traitement à l'échelle des départements. En ce qui concerne les communes, ben, on a donc principalement la matière qui va donc faire l'objet d'une décentralisation, c'est le logement. Les contingents préfectoraux qui relevaient donc de l'État vont pouvoir être donc transférés aux communes. Donc concrètement, ben, un regard autre sur voilà, les conditions d'accès donc au logement et des priorités qui vont être accordées donc à des catégories de population. En tous les cas, on quitte les critères construits sur l'accès aux droits économiques et sociaux. Alors, donc toujours dans cette période, on continue la décentralisation, déconcentration. Donc la grosse opération qui s'opère sur la déconcentration, vous connaissez, c'est la RGPP, donc 2007-2012, et où donc on va avoir donc de nombreuses transformations, réductions. Donc à l'échelle des services centraux, fusion impôt, trésor public, c'est le premier qui a lieu. Qui a à voir avec la mise en place de la LOF 2006. Réforme de la carte judiciaire, engagée en 2007, achevée en 2010, avec la fermeture de 17 tribunaux de grande instance. Réforme du service public de l'emploi, fusion ACDIC à NPE, avec la création de l'agence Pôle emploi, 2009. Réforme de l'enseignement supérieur, Pécresse, 2009, contractualisation, PPP. Création de l'Agence nationale d'appui à la performance, l'ANAP. Création des agences régionales de santé, les ARS, avec la loi HPST, tu en as parlé hier, Jean-Michel. Voilà, à l'échelle donc des centrales et à l'échelle donc des régions, on avait 18 services déconcentrés, on tombe à 8, aujourd'hui on en a encore moins. Et à l'échelle donc des départements, eh bien on en avait une douzaine, on en a 4. Et on est à 3 aujourd'hui. Donc là, on a une diminution donc du nombre de services, mais ça veut dire qu'il y a des missions qui ont disparu. Il y a de la fusion, mais il y a aussi de la disparition, ou plutôt de la privatisation avec, avec le privé, ou carrément de l'abandon. Il y a tout un pan donc d'abandon. Donc, donc RGPP, donc 2007-2010, dans cette temporalité de la RGPP, deuxième loi sur la décentralisation, la loi Sarkozy de 2010, la RCT, la réforme des collectivités territoriales. Alors, cette réforme des collectivités territoriales, je vais vite, hein, tout ça on l'a déjà vu, mais bon, c'est donc deux grands axes. Un axe qui concerne le plan département région et l'autre commune intercommunalité. Alors en ce qui concerne département région, ben, c'est bon, la création d'une nouvelle catégorie d'élus, le conseiller territorial, qui finalement n'aura pas vu le jour, mais qui va voir le jour prochainement. Ce qui est important, la suppression de la cause de compétences générales.
qui avait été donc était un des principes de la décentralisation et qui avait été accordé aux intercommunalités en 1884. Hein, donc permettant donc aux collectivités territoriales de mettre en œuvre la compétence transférée par l'État, mais d'avoir une certaine marge de manœuvre dans l'autonomie et la liberté pour la mettre en œuvre. Et puis donc, on va avoir donc dans ce texte la création des commissions départementales de coopération et puis surtout les fusions, la possibilité de fusionner les départements, de fusionner le département dans la région. Donc l'exemple, ben, que vous connaissez, les deux régions Normandie, le département Rhône dans la métropole. Enfin bon, donc là, on a le début avec la RCT de ce mouvement, donc là, de diminution des collectivités territoriales et donc de transformation importante du paysage du territoire de la République. Côté donc communes et intercommunalité, on a le texte stipule l'achèvement de la carte intercommunale pour décembre 2013, à savoir qu'il n'y a plus de communes qui aucune commune ne peuvent exister sans être rattachée à une Comcom ou une communauté d'agglo, une communauté urbaine. Et puis, on a l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires. La création des métropoles et puis des pôles métropolitains. Et seule la métropole de Nice va être créée donc dans le prolongement de la loi RCT, puisqu'à partir de 2012, on a un changement de gouvernement et on va avoir donc de nouveau l'élaboration de l'acte 3 de la décentralisation avec la MAPAM d'une part et puis la loi NOTRe. Et puis, donc, la loi sur la RCT stipule également la suppression des pays, qui avait été donc créée en 1995. Alors, voilà, donc, de la transformation qui se poursuit à travers l'acte 3 de la décentralisation. Donc, la MAPAM qui est le prolongement de la RGPP, et qui va donc poursuivre le travail de diminution des services déconcentrés, mais aussi de transformation des missions allouées aux services déconcentrés. Et puis, la loi NOTRe, oui, donc, pardon, la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, je reviens, ça donc se présente en 3 volets. Intégration intercommunale, gouvernance territoriale et création des métropoles. Et 8 métropoles donc sont en création et sont créées donc depuis. Et le couple région-métropole construit les conditions donc d'un pouvoir d'attractivité autour donc du partage des compétences en matière d'aménagement du territoire, du développement économique, de la formation initiale, de la formation supérieure, de la formation professionnelle, et donc également autre point donc la question des politiques de la ville qui jusqu'alors étaient rattachées aux services de l'État, qui vont être rattachées aux régions. Donc la régionalisation des politiques de la ville, donc la politique de la ville, politique sociale des quartiers d'habitat populaire, créée en 77, enfin l'origine c'est 77 et qui donc n'est pas faite pour durer, mais qui finalement continue d'exister et qui serait à analyser, mais là on n'a pas le temps, sur voilà comment donc on territorialise de l'action publique locale et qu'on crée une politique sociale particulière pour une catégorie de population particulière. Alors, la loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, va renforcer considérablement la compétitivité des grandes agglomérations et va donner un poids aux régions à travers l'organisation territoriale des régions en 2 pôles, un pôle d'animation et de stratégie, région
avec les métropoles. Et donc là, on a la carte qui a changé, donc je ne l'ai pas dit, mais les 13 régions, hein, et plus 22. Et dans donc, la manière dont c'est redessiné, les métropoles vont être donc voilà, des courroies fortes d'entraînement donc de ce pôle d'animation et de stratégie. Et puis l'autre pôle, c'est le pôle de proximité avec des intercommunalités. Donc on termine avec la loi NOTRe 2015 mise en application, et au moment où elle est donc en train de s'appliquer, eh bien l'arrivée du gouvernement donc en 2017 met sur le métier, donc à travers ce comité d'action publique, l'élaboration d'un nouveau texte qui est le texte dont on a parlé. Eh ben, on en fait et on va continuer donc d'en parler. Moi, je voudrais juste, avant de revenir donc sur le texte, je voudrais terminer sur ce que j'aurais voulu davantage vous présenter, mais j'ai pas eu le temps donc d'y travailler plus. C'est sur les inégalités de traitement qui ont lieu et qui aujourd'hui sont prouvées de plus en plus à travers des travaux de recherche sur les inégalités de l'aide sociale légale. Alors, il y a bien d'autres endroits où il y a de l'inégalité, mais moi, c'est plus mon sujet. Là, c'est très préoccupant de voir donc les différences, les inégalités. Alors, certains parlent de disparité, en tous les cas, l'accès aux droits économiques et sociaux, civils et politiques, conditions d'indivisibilité du droit, eh bien, est complètement éclaté. Et donc, non seulement donc, les personnes, via la voie du numérique comme seule voie pour accéder aux droits économiques, est rendue très difficile par un grand nombre de personnes qui n'ont pas ni les moyens matériels, ni aussi les moyens cognitifs. Il n'y a pas de jugement de ma part, ils sont pas préparés à. Mais il y a également le développement du non-recours aux droits économiques et sociaux qui donc peut donner lieu, c'est bien le non-recours à un abandon à certains endroits du territoire et pour certaines catégories de personnes. Donc voilà, donc par rapport au papier, sans doute que je continuerai le papier et je reprendrai donc des données que j'ai donc en deuxième main de travaux d'étudiants sur cette grande préoccupation, enfin sur ces diagnostics de territoire qui font état d'une aggravation rapide, accélérée de la pauvreté, mais dont la cause, il y a plusieurs causes, mais l'une des causes est cette difficulté, voire impossibilité d'accéder donc aux droits économiques et sociaux. Donc, que la loi 3DS, dont je vous disais qu'elle avait 271 articles, euh, est composée de 9 titres, donc grands titres, avec des chapitres. Mais je vais vous donner quand même le nom de ces titres parce que je vous invite à lire ce texte de loi qui est totalement imbitable, évidemment, mais en fonction des sujets sur lesquels vous travaillez les uns ou les autres ou qui vous intéressent, vous verrez les nombreuses donc modifications qui sont apportées euh, au code du travail, de la santé, etc. Donc le titre 1, c'est la différenciation territoriale. Le titre 2, c'est la transition écologique. Donc, on voit bien que dans cette loi, il n'y a pas seulement de la forme, hein, d'organisation, il y a du contenu, hein. Titre 3, titre 2, je vous disais transition écologique. Titre 3, l'urbanisme et le logement. Titre 4, la santé, la cohésion sociale, l'éducation et la culture. Titre 5, les dispositions communes à l'ensemble des mesures de la présente loi en matière financière et statutaire. Il y a des statuts qui bougent.
y compris par exemple pour les sociétés d'économie mixte, par exemple, euh, y compris pour la dénomination des maisons de services au public, qui sont tous, Le service. voilà, dont l'appellation est modifiée systématiquement par France Service, qui est une agence. Hein. Euh, Titre 6, mesures de déconcentration. Titre 7, mesures de simplification de l'action publique. Titre 8, dispositions relatives à l'outre-mer. Alors là, attention, regardez parce que c'est très précis selon les différents, je ne sais pas comment on dit, collectivités d'outre-mer. Maintenant, je ne sais plus comment il faut dire. Et puis, il y a un titre 9 sur la vente du haras, d'un haras, un truc de dingue. Bon, voilà. Oui, non, mais parce que bon, mettre ça dans une loi. Et surtout, euh, il faut regarder, j'allais dire, selon les sujets, donc selon les titres qui vous intéressent, on pourrait se partager ce travail parce qu'il est considérable, puisqu'on va pouvoir opérer un rapprochement, j'en suis absolument certaine, avec les GOPÉ de l'année, les décisions de Davos, notamment en matière de transition écologique. Euh, le code de la pêche est modifié. Tout est modifié en fait par des petites mesures apparemment. Et le travail est très compliqué parce que il est indiqué que tel machin est modifié, tel article ou alinéa machin est modifié. En dessous, on vous met le nouveau, mais on ne vous met pas l'ancien. Ce qui veut dire que là, il y a pratiquement des milliers d'heures, sauf pour les gens qui ont des logiciels ou avec déjà voilà, des éléments, des juristes sans doute. Et là, on a deux choses à voir. C'est les conséquences concrètes, secteur par secteur, parce qu'il faut alerter dès maintenant. Hein, je pense à la CGT, par exemple, sur tout ce qui concerne le code, le code du travail qui est modifié de ci, de là. Euh, et aussi, donc, l'autre boulot qui est de recouper avec les recommandations de l'Union européenne qui ont été faites bah, au mois de mai de cette année et au mois de mai de l'année dernière, puisqu'il ne faut pas oublier que ces projets de loi, en fait, a été commencé en 2021. Enfin, ils espéraient pouvoir le publier en 2021, ce qu'ils n'ont pas KDS, réussi à KMD. faire. Mais en tout cas, on a de la mise aux normes européennes là-dedans. Ça, j'en suis absolument persuadée. Et on a l'accélération des partenariats publics-privés à l'intérieur grâce à cette loi, puisque euh, il est indiqué, par exemple, sur France Service que ce sont des organisations aussi bien publiques que privées qui sont concernées. C'est un détail parmi d'autres. Et puis, il y a cette affaire de transfrontalière qui est toujours très passionnante et qui, là, est très inquiétante pour les apprentis, hein, puisque donc le code de l'éducation nationale est changé. Le temps que tu l'approches, je vous donne Oui, un vas-y, élément. vas-y. Le temps que tu recherches, je vous donne un élément important par rapport à la différenciation. Donc, un élément qui va faire lien avec l'intervention d'hier sur la Sécu. Donc, le Conseil régional des textes en préparation par des Bretons sur des propositions au Conseil régional de Bretagne euh, qui euh, sont en train de construire une demande de sécurité sociale régionalisée. Voilà. Et ça, je l'ai vu déjà, effectivement. Enthousiasme. Mais qui va être possible, hein, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et il y a donc dans ce rapport 37 mesures de combat contre les lois égales pour tous les citoyens, donc un arbitraire local, donc 37 mesures, donc je pourrais vous voilà, on pourra les mettre en ligne, mais celle qui, enfin voilà, celle qui
Oui. Et sorti du lot, c'est donc cette proposition de sécurité sociale régionalisée, mais derrière, il y a une demande donc, que les régions puissent avoir l'élaboration de textes de loi. Hein. Donc, j'ai trouvé l'apprentissage parce que je trouve que c'est très, très intéressant. Je pense que là aussi, c'est le cheval de Troie de la suite, quoi. Euh, et pas seulement pour les apprentis. Donc, vous savez que le gouvernement a décidé de euh, modifier considérablement la formation professionnelle, puisqu'il envisage à, à terme, à relativement court terme, de supprimer les lycées professionnels pour que tout l'apprentissage soit confié au privé, puisque qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Aujourd'hui, le statut d'apprenti ne se fait pas dans le cadre d'éducation nationale. Dans les cadres de la formation de l'éducation nationale, enfin, la formation professionnelle euh, Les au régions, lycée, les régions perdent euh, leurs compétences. Et ça, voilà. C'est quoi? Bah, vous allez au lycée et vous avez des stages. Hein. Mais dans la formation que vous recevez, vous continuez à faire de l'histoire, de la géo, de l'anglais, et patati patata. Plus l'apprenti, comme vous le savez sans doute, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été apprentis, en fait, ils sont dans une entreprise et alternativement dans un centre de formation spécialisé, hein, euh, et avec des alternances, mais où il y a beaucoup plus de temps passé dans l'entreprise que non pas à l'école, mais dans le stage, enfin dans comme on pourrait dire, dans le centre de formation. Euh, Ça, c'est ce qui est privilégié par Macron. C'est le modèle allemand. Hein. On n'oublie pas, parce que la grande Allemagne est tellement merveilleuse qu'elle réussit l'apprentissage dans l'entreprise. Je vous rappelle que le statut d'apprenti est ouvert aujourd'hui jusqu'à l'âge de 30 ans en France. Hein. Donc là, c'est l'apprentissage transfrontalier. Il permet à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France. Article L machin, les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d'une convention. Toujours, il y a une convention. Conclue entre la France et le pays frontalier, dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage. Donc c'est à la carte, puisque transfrontalier, ça peut se jouer aussi bien du côté espagnol que du côté italien, que du côté allemand, belge, etc. Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail concernent notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail, ainsi que la protection sociale de l'apprenti lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est là-dedans, mais moi, ce que je comprends, c'est que les apprentis auront un statut différencié selon qu'ils sont du côté espagnol, du côté italien, du côté allemand. Bon. Les dispositions relatives à l'organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat, donc le diplôme, la certification, ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier. Les dispositions relatives au financement de l'apprentissage transfrontalier, notamment les contributions des parties et leurs relations sur le plan financier. Donc, ça veut dire que tout est à la carte pour les apprentis. Hein. Aussi bien leurs conditions de protection, machin, les conventions de protection sociale, de sécurité au travail, de machin, etc. Mais aussi
les conditions relatives au financement de cet apprentissage. D'accord? Évidemment, ça ne va pas être les mêmes si un apprenti, il vit en Alsace, par exemple, et il fait, par hasard, hein, je dis ça comme ça, son stage en Allemagne, qui a besoin de beaucoup d'apprentis, parce qu'ils ont un gros problème démographique qui existe depuis extrêmement longtemps et qu'ils ont besoin de main-d'œuvre euh, et qu'ils sont contents parce que globalement, euh, les jeunes Français, ils sont plus faciles à former, sans doute, que les jeunes Turcs qui arrivent en Allemagne. Bon, bref. Juste un point de Vas-y. complément, c'est que le contrat d'apprentissage, il peut aller au-delà de 30 ans pour les personnes qui Oui. font la preuve d'une RQTH. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Dis ce que c'est que RQTH. Une reconnaissance de travailleurs handicapés. Voilà. Bref. Et donc se développent J'ai plus le temps de. les RQTH pour trouver du boulot quand on est en situation de handicap. Donc, Et ce n'est pas du droit commun. Donc, on n'a plus le temps d'aller plus loin ce matin, puisqu'il faut absolument que Philippe puisse intervenir dans Pas de question. un quart d'heure. Donc, on peut zapper la pause, hein, mais on la zappe. Deux questions. Vas-y, Gilles. Il faut bien donner une interprétation politique de cette avalanche. C'est un travail de Romain, ce que tu as décrit, Marie-Paul. C'est-à-dire que c'est un travail constant, incroyablement constructiviste, incroyablement continu pendant 60 ans, d'un projet tout à fait particulier, tout à fait central, de la reconfiguration institutionnelle de tous les pays faisant partie de l'Union européenne. Ouais. Donc, c'est évidemment pas un détail, c'est quelque chose d'absolument central. Quel est l'objectif politique? C'est-à-dire, quelle est la signification qu'on peut donner à toute cette avalanche de transformation institutionnelle? Bien qu'il y ait eu plein d'allers-retours, alors on peut se demander, ouais, là il recentralise, là il décentralise. Ce n'est pas la question. Hein. Je ne peux pas se perdre dans ce genre de considération. Au début, la seule justification de ce genre de truc, c'était notamment en France, c'était qu'il y avait Paris, les airs français, la diagonale du vide, gna. C'est-à-dire qu'il y avait des vrais problèmes par rapport à la centralisation française, mais en réalité, tel n'est pas l'objet de toutes ces mesures. Et donc, quel est l'objet de toutes ces mesures? Il y a évidemment deux objectifs. Il y en a certainement d'autres, mais je veux dire, les deux objectifs principaux de toute cette dynamique, c'est d'une part construire, comme tu dis, Michel, des chevaux de Troie sur la concurrence internationale, sur le fait de faire passer directement les mesures européennes du citoyen aux traités européens, sans passer par la case État, etc. Ce genre d'objectif. Je pense que ce n'est même pas l'objectif principal. Quel est l'objectif principal? C'est un problème identitaire. Les individus, jadis citoyens, doivent pouvoir s'identifier à un univers institutionnel qui est radicalement dépolitisé. C'est-à-dire un univers institutionnel sur lequel ils ne peuvent même plus imaginer avoir une prise instituée, c'est-à-dire être radicalement plus du tout citoyen. Et le cœur de ce projet est la France en Europe. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la France est traditionnellement le pays où les citoyens ont fait corps politique par le biais de l'État. L'objectif révolutionnaire de la création des départements est de supprimer les provinces royales. Et donc mettre des noms de rivières, des noms de machin, des trucs non identitaires au niveau, cette fois-ci, on va dire, ethnopolitique et historique, et le remplacer par une identité politique. Tous les mêmes lois, tous les mêmes institutions, tous le même régime institutionnel,
Et puis après, l'instruction obligatoire, un siècle après, la conscription obligatoire, etc. Un univers institutionnel commun qui fait que l'identité se fait sur une base politique. Par le biais d'un État qui est souverain, c'est-à-dire qui a la compétence sur ses compétences et qui peut transformer ses institutions au gré d'un choix politique. C'est ça qui doit disparaître. C'est ça qui doit radicalement disparaître de l'imaginaire symbolique de chaque individu et être remplacé par un autre imaginaire institutionnel. Cet imaginaire institutionnel doit être un univers où toutes les circonscriptions instituées sont en concurrence les unes avec les autres, n'ont pas la prise, n'ont évidemment aucune souveraineté, et une région ne risque pas d'en avoir, donc ne doit pas avoir prise sur les contraintes instituées, ils ne doivent avoir prise que sur leur gestion. La gestion de ce cadre institué doit être le plus libre possible, étant donné qu'ils doivent être mis en concurrence. Évidemment, s'ils n'ont pas la liberté de gestion, ils ne peuvent pas être mis correctement en concurrence. Ils doivent pouvoir répondre à l'objectif de compétitivité. Donc, ils doivent être le plus libre possible pour la gestion de ce cadre institué, et on ne doit même pas pouvoir imaginer pouvoir changer ce cadre. Donc, c'est ce genre de dynamique symbolique qui doivent être mise en musique, et les individus doivent pouvoir se projeter dans un univers situé qui n'a plus aucun rapport avec une communauté politique. Par contre, ils doivent, pour qu'il y ait un peu de chair et que ça soit un peu moins froid, que ça soit un peu plus chaud, ils doivent pouvoir s'identifier de manière ethno-historique à leur univers, d'où la priorité sur la région et la priorité sur les pays. Et la langue. Ce sont les anciennes dénominations des provinces et de l'univers monarchique très politique. Excusez-moi, là, ça va pas parce que là, ok. Ok, j'ai compris que en fait, ce que tu voulais dire, moi, je parlerai pas de construction identitaire, je parlerai d'une nouvelle représentation de la France et du citoyen intégré par chacun. C'est-à-dire, on ne peut plus se représenter dans un ensemble qui s'appelle France. On va se représenter sur des morceaux de trucs et qui sont flottants. Et donc, la notion de peuple, finalement, français disparaît. Vas-y. Oui, c'était sur la possibilité d'une sécurité sociale régionalisée, régionale. On a vu l'exposé quand même de Bernard Tépère hier, qui montrait l'universalité, la solidarité de ces régimes de sécurité sociale, de ce système. Et donc, ça me fait penser à... Vraiment, ça me hérisse le poil, mais voilà, ça me fait penser à, par exemple, aux régionalistes de Lombardie et aux nationalistes de Catalogne, qui, parmi leurs arguments, avaient justement cette différenciation en termes de régions plus actives, plus jeunes, etc. Un débat solidaire, de régions peut-être moins dynamiques au niveau économique, plus de retraités. Ce serait une catastrophe, et que j'imagine même pas la transition entre le système actuel de sécurité sociale nationale et des sécurités sociales qui se régionaliseraient. Quelle serait la transition possible au niveau financier? Ce serait une catastrophe. C'est même pas envisageable. Il y a quelque chose que je considère d'irréversible dans le système de sécurité sociale. Et certains travaillent à le rendre réversible, des systèmes, vraiment des catastrophes, des ruptures de l'égalité et de droit. Voilà. Et de couverture. Ok, on est obligé de s'arrêter. Non, mais je suis désolée. Juste un mot. En fin de compte, c'est la disparition de la République une et un demi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de le décrypter et de le faire savoir. C'est ça que je veux dire, parce que sinon, moi, je passerais ma vie à lire autre chose que ça. J'adore les romans policiers, par exemple, alors que l'article 188 m'énerve. Donc, mais il faut le lire et le faire savoir. C'est-à-dire, quand les gens disent ceci ou cela, bon, même dans une conversation amicale, familiale et tout ça, dire, ah, mais tu sais pas que le code de bidule, là, maintenant, les apprentis, ils vont voilà. Mais cette crise Mais c'est important de la parce République, que sinon on ne comprend pas le système de la destruction progressive par le haut, par le bas.
et sur un temps long.